Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes ici au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, un cadre qui a abrité du 3 au 4 octobre 2023 le forum du partenariat Union européenne-Congo pour célébrer les 60 ans de cette coopération très fructueuse. Au programme des ateliers, des expositions et des animations culturelles autour des projets réalisés par l'Union européenne en République du Congo. Le segment officiel était riche en allocutions, à commencer par celle de l'hôte de l'événement, Madame Belinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, suivie du mot d'ouverture de l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Giacomo Durazo, qui est revenu sur le cadre de cette coopération tout en donnant un aperçu des projets réalisés de 1963 à nos jours. Je tiens à remercier très chaleureusement, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, pour l'occasion qu'il nous donne de vivre ensemble le contenu de ce forum comme ouverture et comme rencontre des peuples. Marqué par la célébration des 60 ans de présence des institutions de l'Union européenne au Congo, le forum du partenariat Union européenne-Congo est assurément l'occasion d'échanger sur les modèles de coopération propices pour notre temps et au bénéfice de tous. Voilà pourquoi je peux me permettre d'évoquer les appuis aux efforts conjugués dans les domaines variés, culture, éducation, économie, pour ne citer que cela. Cette forme de solidarité s'enracine profondément dans la prise en compte des nouveaux secteurs émergents. Le forum du partenariat Union européenne-Congo tiendra toutes ses promesses de lisibilité des problèmes, de l'efficience et de l'efficacité des propositions de solutions et des transformations espérées. Autant d'aspects qui peuvent permettre de tirer grand profit de telles assises pour que vive à jamais le partenariat Union européenne-Congo. Le Forum du partenariat Union européenne-Congo n'est pas une activité nouvelle puisqu'il est à sa 8e édition. Cette 8e édition coïncide avec la célébration du 60e anniversaire du partenariat entre les institutions européennes et la République du Congo, ce dont nous sommes particulièrement très fiers. C'est en effet en 1963 que s'installait le premier bureau européen à Brazzaville, ayant pour mission de gérer les fonds de la coopération du premier fonds européen de développement. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne a toujours été aux côtés du Congo, établissant de fait un partenariat durable et fiable qui n'a cessé d'évoluer et de se renforcer dans le temps. Dans un contexte mondial qui évolue très rapidement, marqué par des bouleversements économiques, sociaux et environnementaux, par l'instabilité, par des guerres, il est essentiel pour l'Union européenne et les pays partenaires africains dont la République du Congo de renforcer leur coopération pour relever ces défis qui nous concernent tous. Nous devons continuer à nous appuyer sur nos engagements communs en matière de démocratie, de droits de l'homme, de développement durable et d'économie inclusive. En ce sens, le Forum marque un moment privilégié pour échanger sur les défis, les priorités et les opportunités qui s'offrent à nous. Il nous offre une plateforme unique pour renforcer nos relations et notre coopération, développer une vision commune et écouter ce que nos partenaires ont aussi à nous dire. En quelque manière, nous commençons ici à tisser l'avenir du futur de notre partenariat, aussi pour les prochaines 60 années. Mesdames et messieurs, le partenariat entre l'Union européenne et la République du Congo repose sur des valeurs partagées et des intérêts mutuels. Il est construit sur des bases solides qui ont su résister à l'épreuve du temps et nous avons déjà réalisé de nombreux progrès ensemble. Sur le plan politique, depuis 60 ans,
les institutions européennes de la République du Congo se témoignent du respect mutuel et ont vu leur échange de haut niveau se multiplier. De part et d'autre, nos gouvernements œuvrent à développer et approfondir ce partenariat. C'est ce respect mutuel et cette maturité de notre relation qui nous permet de dialoguer et de collaborer dans tous les secteurs clés et d'aborder tous les sujets, y compris les plus sensibles. Tout ceci conduit à une meilleure compréhension et une appropriation de ce qui nous rapproche et qui contribue à nous renforcer mutuellement. Sur le plan de la coopération, l'Union européenne a contribué de manière substantielle à soutenir les efforts du Congo en finançant, depuis 1963, des programmes pour un montant global sous forme de dons de 573 millions d'euros, soit plus ou moins un équivalent de 376 milliards de francs CFA. Nous sommes un partenaire dont les actions et les financements s'intègrent parfaitement dans le plan national de développement du gouvernement, ainsi que dans la nouvelle initiative Global Gateway, lancée lors du sommet UE-Afrique de l'année dernière, qui sert à renforcer ultérieurement les investissements. Avec une dotation supplémentaire de 73 millions d'euros pour la période 2021-2024, du nouvel instrument Global Europe, qui a remplacé le Fonds européen de développement, l'Union européenne reste le premier partenaire du Congo pour l'aide au développement, toujours sous forme de dons. À ces appuis s'ajoutent ceux fournis à travers le système des Nations Unies, du groupe de la Banque mondiale et ceux de l'aide bilatérale des États membres qui, dans le cadre d'une approche équipe Europe, sont complémentaires et en synergie avec les programmes de l'Union européenne, permettant ainsi une meilleure coordination de nos actions. L'ensemble de ces dispositifs devrait nous permettre de poursuivre nos actions en faveur d'une économie verte, digitalisée et diversifiée, d'une meilleure gouvernance en matière de préservation de l'environnement et d'une gestion durable des forêts et de la biodiversité, d'un développement local et d'une promotion des droits humains. Nous devons également redoubler d'efforts pour promouvoir une croissance économique durable et inclusive, renforcer le secteur privé, améliorer l'accès à l'énergie, à l'eau potable et à des services de base de qualité, favoriser l'innovation ainsi qu'une nouvelle génération de technologies, assurant que la transformation digitale profite aux citoyens et aux entreprises. Et enfin, soutenir l'emploi des jeunes. Impliquer davantage, et je me permets d'insister sur ce point, la société civile dans la définition des politiques de développement. Nous sommes prêts à continuer à soutenir des partenariats dynamiques et flexibles qui répondent aux attentes de nos citoyens respectifs. En conclusion, je tiens à réaffirmer notre engagement indéfectible envers la République du Congo et envers notre partenariat avec le continent africain dans son ensemble. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent à nous et façonner un avenir meilleur pour les générations futures. Le premier module des ateliers s'est focalisé sur la présentation du programme de coopération 2021-2027 et l'évaluation à mi-parcours, la stratégie Global Gateway, introduction des interventions au Congo, l'appui de l'Union européenne à la société civile, gouvernance participative et instruments de financement, l'approche équipe Europe, importance et action dans le cadre du partenariat UE-Congo, une plénière animée par Augustin Bondo Tiani, chef de coopération, et Jacob Chauffeur, chef de coopération adjoint à la délégation de l'Union européenne. Ce qui est important pour nous, en matière de gouvernance économique, en matière de transition verte, en matière de diversification, comment est-ce qu'on peut accompagner ce mouvement, comment est-ce qu'on peut le soutenir. Deuxième priorité, c'est évidemment dans un pays aussi vert que le Congo, c'est supporter et soutenir la gestion durable des ressources naturelles, préserver l'environnement évidemment, lutter contre le changement climatique. Troisième volet, troisième priorité, la démocratie, droits de l'homme, gouvernance participative. La diversification à travers l'agriculture, à travers l'économie forestière durable, la transformation du bois sur place et l'écotourisme. Et tout cela est complété par des mesures pour l'accès au financement aux entreprises et la formation professionnelle. Sur les 3 slides qui viennent, on a essayé de mettre quelques projets phares qui sont divisés en 3 parties. On a le projet pilote de soutien à la professionnalisation de la police, la pilote. Donc, on entend différentes choses, différentes approches. Donc je pense que c'est intéressant à mentionner.
Et alors, sur le dernier petit groupe de projets, tous ces projets, évidemment, si on peut passer au slide suivant, tous ces projets sont importants, mais sont complétés par un certain nombre de choses qui se font par ailleurs. Donc ça veut dire qu'on reçoit du financement des programmes régionaux, on reçoit des financements multipays, des programmes thématiques, par exemple, qui nous permettent de soutenir la société civile. Nature Africa, qui est un programme multipays régional, le programme démocratie droit de l'homme. On a besoin de partenariat. Comment alors, dans ce genre de projet, collaborer avec vous, si possible? Nous fonctionnons de manière transparente. On ne peut pas attribuer une subvention à quelqu'un que l'on rencontre parce qu'il nous semble élégant ou accommodant. Nous le faisons à travers des appels à propositions. Ça veut dire qu'il faut garder un œil, un regard sur ce qui est ouvert. Il faut montrer par exemple la capacité financière d'avoir géré des projets d'une même ampleur déjà dans le passé. Et en général, on est tout à fait ouvert à des discussions. On a eu un événement avec la jeunesse il n'y a pas longtemps à l'Institut français. Et tous les jeunes ont été invités à discuter avec monsieur l'ambassadeur et son équipe. L'avenir, notamment pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, concerne les ressources énergétiques. En ce sens que nous venons récemment de mettre en place le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables. Et nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de l'appui de l'Union européenne qui va nous accompagner dans l'opérationnalisation de ce centre de recherche qui va permettre au Congo de pouvoir faire sa transition énergétique et de pouvoir travailler sur toutes ces énergies nouvelles, propres, qui vont nous permettre effectivement de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Donc pour moi, l'avenir, il est optimiste, il est favorable dans la mesure où nous allons aller vers une gestion durable, propre de l'environnement. Et je voudrais une fois de plus remercier l'Union européenne de cet appui dont nous allons justement, dans l'une des présentations, avoir connaissance, l'appui de l'Union européenne au Centre d'excellence d'Oyo, à côté d'autres institutions. Si vous prenez les villes résilientes, c'est un programme de 30 millions d'euros, un peu plus. Ce programme va être mis en œuvre à travers des activités, des actions. Rien que pour les villes résilientes, les pilotes à Nkai et Rwando sont des projets qui vont absorber une trentaine de millions pour faire quoi? Pour faire d'abord le travail institutionnel avec les mairies. Ensuite, un travail très proche des communautés pour s'assurer que, par exemple, la collecte des déchets se fasse, etc., de manière efficace. Et puis surtout, un volet investissement dans lequel on va faire des pilotes, on va investir concrètement dans, par exemple, résoudre les problèmes de l'eau pluviale. Comment limiter les inondations, comment s'assurer que les enfants ne se blessent pas en tombant des falaises et des choses comme ça. Donc c'est des choses très très concrètes qui touchent la vie et qui sont réellement stratégiques. Nous avons été invités par la délégation de l'Union européenne à prendre part à ce qu'ils considèrent eux comme le moment de célébrer les 60 années de partenariat avec notre République. Et comme vous, comme de nombreuses personnes, nous avons assisté et suivi que de nombreuses choses ont été faites au profit des différents porteurs de projets, au profit des jeunes. Et c'est peut-être l'occasion également de féliciter la délégation qui le fait. Mais puisque nous sommes tous nationaux, c'est l'occasion de dire aux nationaux qu'il ne faut pas que l'on attende des autres qui nous apportent des solutions. Il faut que nous créions des solutions pour les nationaux sur place. Et si les autres peuvent nous tendre la main, pourquoi pas? Donc aux nombreux jeunes qui ont été présents, profitez de toutes les opportunités qui sont là, mais soyons beaucoup plus conciliants ici nous-mêmes. Voilà. Au deuxième et dernier jour de ce forum UE Congo, plusieurs points ont émaillé les ateliers, à savoir
La chaîne de valeur agricole au service de la diversification économique, comment réduire la fracture digitale au Congo et utiliser la digitalisation pour améliorer la gouvernance, la gestion durable des ressources forestières comme moteur pour la création d'emplois décents et de l'entrepreneuriat, décentralisation, état des lieux et comment progresser dans sa mise en œuvre, la culture comme levier économique et social, enfin, médias et développement, échange et partage d'expériences par Jocelyn Grange, directeur Afrique de CFI. L'agriculture, c'est un secteur porteur au Congo, dans le sorte que ça touche quand même une très grande population, surtout dans les zones rurales. Et c'est un secteur qui mérite d'être développé, appuyé pour la professionnalisation, mais aussi pour la structuration. Puisque aujourd'hui, on sait tous que pour manger, on a besoin des agriculteurs. Et c'est donc la filière la plus prometteuse aujourd'hui pour la diversification de l'économie congolaise. Un agriculteur, il est obligé de produire, il est obligé de vendre lui-même, il est obligé de négocier lui-même, il est obligé d'être syndicat lui-même. Et c'est beaucoup trop de métiers pour un seul agriculteur. Et donc, il faudrait plutôt développer les interprofessions et créer plus de synergie entre les différents maillons d'une chaîne. Si on prend le cas du projet que je gère dans le département du Poul, on appuie des producteurs de manioc qui vont s'orienter sur de la production dans les savanes. Aujourd'hui, on sait que même si on est 10, pour dessoucher 1 hectare de savane, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. La mécanisation, elle est cruciale pour justement limiter aussi la pression sur les forêts. L'Union européenne soutient des agriculteurs à travers plusieurs projets, par des dons de machines, par des formations, par de l'appui sur des intrants, sur du maïs, sur des semences. Et ça permet aussi aux agriculteurs de pouvoir développer les surfaces à cultiver et donc d'augmenter la production et de répondre à la demande. L'Union européenne ne peut pas tout satisfaire, mais aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait aussi un appui d'autres bailleurs et d'autres entités au niveau de l'État pour pouvoir satisfaire l'ensemble de la demande. Mais déjà, ce qu'on peut observer au niveau de l'Union européenne, c'est que ça a permis de structurer déjà quelques filières et bien sûr, il y a un apport à ajouter. Nous sommes en train d'installer les zones agricoles protégées. Mais en ce qui concerne l'accompagnement, le gouvernement accompagne toujours. Nous avons des différents projets comme le PEDAC qui accompagne des financements à coût partagé, que les jeunes peuvent se rendre, discuter avec eux pour avoir des financements. D'ici peu, nous aurons un projet qu'on appelle le PAGE, c'est le projet agriculture, jeunes et entrepreneuriat. Le partenariat avec l'Union européenne va bon train parce qu'il y a près de 60 ans que nous sommes en train de travailler avec l'Union européenne. Il y a plusieurs projets de l'Union européenne, même dans le maraîchage et les autres spéculations. Monsieur le directeur des systèmes d'information du ministère de l'Enseignement supérieur, pour nous donner un aperçu aujourd'hui de ce qui est projeté de faire au niveau des compétences numériques dans notre pays. Le Congo aujourd'hui est axé vraiment à l'ère du numérique. On ne peut plus s'en passer du numérique. Je vais parler beaucoup plus de notre secteur d'activité qui concerne l'enseignement supérieur. À notre niveau et pour tout ce que vous savez concernant le Congo, nous avons des sérieux problèmes, par exemple en termes de bourses. Aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de mettre en place une plateforme qu'on appelle e-bourse avec l'aide de l'Union européenne à travers le projet PATEN. Nous sommes accompagnés pour mettre en place cette infrastructure. Donc demain, les étudiants auront une plateforme pour pouvoir mener à bien leurs demandes en termes de bourse. Pour vous dire qu'aujourd'hui, il est très nécessaire pour nous de s'arrimer à l'ère du numérique. Aujourd'hui, si vous regardez au niveau des écoles, nous avons beaucoup d'écoles qui naissent aujourd'hui au Congo. Mais en réalité, ces écoles, quand vous regardez, ils font beaucoup plus la course vers le gain. Mais la qualité de la formation n'y est pas. Pour moi, l'idée, c'est de commencer dès le primaire. Si on parle du secteur du numérique,
Ça veut dire qu'on doit déjà initier nos enfants dès le bas âge au domaine du numérique. Pour que quand ils arrivent au niveau de l'enseignement supérieur, ça ne soit pas une découverte pour eux. Parce que la plupart des gens, ou la 90% des étudiants congolais, découvrent le numérique au niveau de l'université. Et même au niveau de l'université, je parle des écoles supérieures, d'enseignement supérieur en majorité, vous allez vous rendre compte que même nous, au milieu des enseignants, parce que moi aussi je suis vacataire, je suis enseignant, vous allez vous rendre compte que 80% des enseignants sont des analphabètes du numérique. Ça pose problème. Ça pose problème. Et le plus grand défi qui est le nôtre, c'est la résistance au changement. Les gens ne veulent pas changer pour aller vers l'évolution. Quand vous regardez un peu le numérique, on vous dit c'est un état d'esprit. Pourquoi on dit c'est un état d'esprit? Parce que ça change notre manière de travailler. Ça change également notre manière, notre vision de voir les choses. Ce sont des bases que nous devons d'abord implanter avant de parler autre chose. Je voudrais juste clarifier quelque chose au niveau compétences numériques et notamment parler de nos enfants. Un enfant qui joue sur Candy Crush, ce n'est pas une compétence numérique. Okay? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens se méprennent. Je prends mon téléphone portable, je le donne à mon enfant, il fait des trucs, il va sur Candy Crush, il fait des trucs, il se dit, ça y est, mon enfant, il est sorti de l'électronisme. Non, bien au contraire, il y a encore une autre maladie derrière ça. Donc vraiment la compétence vraiment numérique, ce sera vraiment des formations qui peuvent se faire soit à travers des organisations, parfois même des formations en ligne aussi, parce qu'on oublie aussi que Internet, c'est un vivier où on peut avoir des formations et des compétences gratuites. Je parlerai notamment de tout ce qu'on peut avoir à travers Google, à travers par exemple Udemy, à travers Open Classroom, etc. et tout ça. C'est vrai que souvent, quand on va se dire je veux, moi j'entends souvent des gens se dire ouais, je vais me former en numérique et qui cherchent parfois des gens compliqués, des choses compliquées. Ou, voilà. Alors que parfois ça peut commencer très simplement par des certifications qui sont là déjà et qui sont gratuites. Et après, on va en faire plusieurs et après on va essayer d'escalader en termes de compétences pour pouvoir en acquérir. Et c'est comme ça qu'on va réellement développer des compétences numériques. Par exemple, moi je suis considérée comme une experte en digital. Le numérique, c'est pas ce que j'ai étudié à l'université. Moi j'ai étudié commerce international et management interculturel. Mais les enfants m'appellent maman digitale. Donc, je me suis formée sur le tas et j'ai pu saisir des opportunités. C'est-à-dire que le numérique aussi, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on va avoir une nouvelle façon d'apprendre, qui peut être une façon d'apprendre académique via l'école ou via des organismes de formation. Mais vous aussi, avec votre volonté et avec beaucoup de discipline, vous pouvez aussi avoir accès à des formations et ainsi acquérir des compétences numériques. Au niveau de la fonction publique, nous avons en août dernier modifié donc, la nouvelle loi qui régit le statut général de la fonction publique. Et il y a tellement d'innovations parmi lesquelles nous avons le métier du numérique. Déjà dans les lois, on considère le numérique. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des activités ou des tâches que nous ne pouvons pas faire parce que nous n'avons simplement pas le lieu. Nous voyons là encore le niveau où le gouvernement a mis le numérique. Et donc au niveau du pôle, nous encourageons les DSI, les experts, tous ceux qui sont passionnés du numérique à s'impliquer davantage pour justement améliorer ou simplifier les procédures administratives. On est parti de l'Office congolais d'informatique à l'Agence congolaise des systèmes d'information. Parce que nous nous sommes rendus compte que quand on parlait informatique, on voyait machine. Mais aujourd'hui, quand on parle système d'information, on voit toute l'organisation et on voit l'humain au centre de toute cette organisation-là. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on intègre le numérique dans la formation classique de l'école primaire, le secondaire, et l'accès est là pour faire de telle sorte que le Congolais lambda puisse avoir l'accès à l'informatique en utilisant les services de l'État que nous sommes en train de digitaliser derrière. L'enjeu, c'est de promouvoir le développement local du Kenya.
responsabiliser les communautés à travers les choix de leurs dirigeants, leur implication au choix des actions et leur engagement à accomplir des actions portées par l'institution locale et à leur bénéfice. Nous avons voulu faire des transferts séquentiels, faire des transferts progressifs, pour ne pas non plus qu'il y ait rupture et qu'il y ait difficulté dans la qualité du service public. Parce que l'objectif de la décentralisation, c'est non seulement emmener les collectivités au développement local, mais c'est aussi permettre à ce que les populations, à travers le principe de redevabilité, puisque ce sont les mandants, les populations qui élisent, qui choisissent parmi eux les élus, qu'à travers aussi ce principe que les populations soient réellement impliquées dans les choix des politiques locales, que les populations interpellent leurs élus lorsqu'il y a des soucis, puisqu'ils se connaissent, ce sont des élus de proximité, voire de promiscuité. Donc, l'objectif de la décentralisation, c'est quand même apporter une meilleure qualité de service public. Donc, le gouvernement s'emploie à un transfert séquentiel. Nous allons monitoriser, évaluer ce qui a déjà été fait avec la santé et l'éducation, et naturellement d'autres matières comme l'entretien des voiries urbaines et autres sont en train de suivre. La loi dit que les collectivités locales sont des entités autonomes qui s'administrent librement. Cependant, il leur faut des moyens, il faut de la ressource humaine de qualité pour que ce principe de libre administration, que le bénéfice du principe de subsidiarité s'opère efficacement. Alors, quelles sont les ressources de nos collectivités? Rapidement, et je vais terminer. Nos collectivités bénéficient d'une fiscalité locale, bénéficient aussi d'une forme de dotation de la part de l'État. Mais le profilage économique de nos départements et de nos collectivités locales, donc des communes et départements, montre, comme c'est le cas ailleurs, qu'il y a des départements plus nantis parce que dotés naturellement de certains atouts. Pointe-Noire, vous aurez la mer, vous aurez le port, on aura le port autonome de Pointe-Noire, une ressource humaine un peu plus adaptée, des entreprises locales assez expérimentées, mais on ne trouvera pas le même schéma dans la cuvette ouest, à Évaux, ou dans les départements du pôle. Donc c'est pour corriger les disparités aussi que l'État s'emploie, à travers les mécanismes de péréquation, de faire en sorte que le développement des territoires soit équitable et que les moyens à apporter aux collectivités soient tout aussi équitables. Pendant 60 ans, aux côtés du gouvernement, l'Union européenne a financé plusieurs projets au titre d'un instrument financier qui s'appelle Fonds européen de développement FED. Et c'est le tout dernier d'ailleurs, puisqu'à partir de maintenant, le FED n'existe plus. Il y a un nouvel instrument de financement, puisque nous sommes passés de l'accord de Cotonou à un nouvel accord qui sera signé bientôt à Samoa. Donc nous retenons que l'Union européenne nous a accompagnés dans beaucoup de domaines, des infrastructures, à la gouvernance économique, à la décentralisation. Il y a eu plusieurs réalisations. Certaines routes, les grues au port autonome de Brazzaville. Il y a l'accompagnement dans le secteur de l'agriculture, de la diversification de l'économie. La gouvernance forestière, vous savez que nous avons l'accord de partenariat volontaire, l'APV FLEC. Et au titre de cet accord, nous bénéficions de beaucoup d'accompagnement, de financement. Aujourd'hui, nous avons pu mettre en place le système de vérification de la légalité forestière avec son volet informatisé. Et au moment où nous parlons, des équipes du ministère de l'économie forestière sont sur le terrain
dans les 12 départements de la République du Congo en train d'installer des équipements informatiques et lancer le module fiscalité du système informatisé de vérification de la légalité forestière. Donc en résumé, on peut dire que notre partenariat suit très bien son cours et l'Union européenne nous a accompagnés jusque-là dans plusieurs domaines. Ce qu'on peut retenir de cet atelier, c'est surtout l'accompagnement de nos partenaires et particulièrement de l'Union européenne. On a parlé des projets Villes résilientes, on a parlé de l'accompagnement aussi en ce qui concerne des organismes de l'Union européenne comme le GRET en ce qui concerne l'assainissement, le cas de la ville de Dolisie. Il y a un projet pilote en ce qui concerne le projet Ville résiliente en Kayi et à Ouando qui se déroule normalement et qui devrait être aussi dupliqué ailleurs. Donc si vous voulez, c'est un partenariat qui est vraiment actif, c'est un partenariat qui est vraiment gagnant-gagnant, pour reprendre aujourd'hui les expressions de l'heure. Et on est très content d'être là et aussi saluer une fois de plus l'appui de notre partenaire sur une matière importante qui est la décentralisation, qui rime avec le développement local, donc le développement rural, le développement urbain, le développement de nos territoires. Bonjour à tous. Bonjour Jocelyn. Nous sommes ici dans le cadre de ce forum Union européenne-Congo et dans cet atelier qui nous concerne directement, nous, en tant que médias. Et le thème à aborder, c'est médias et développement, échange d'expériences. Je pense qu'il sera question pour nous, journalistes du Congo, ici représentés, parce que c'est juste un échantillon de journalistes et des représentants des médias de la place. Nous allons donc échanger avec vous parce que vous estimez qu'il est nécessaire de réactiver le partenariat que vous avez, vous, en tant que CFI, avec les médias africains. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc Monsieur Jocelyn Grange est directeur Afrique de CFI, Canal France International. Il est en séjour à Brazzaville dans le cadre de ce forum parce que, en partenariat avec l'Union européenne, il y a quelques projets à mettre en place avec les médias congolais. Donc ici, vous avez les médias audiovisuels, donc la télé, la radio, la presse écrite et les médias en ligne. Donc je vous laisse le soin de vous présenter et de nous dire un petit mot liminaire. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil. Je suis un peu intimidé parce qu'il y a la fine fleur du journalisme au Congo. Alors avant d'avoir été directeur Afrique de Canal France International, j'étais comme vous, journaliste, parce que j'ai déjà un certain âge, 52 ans, donc j'ai eu le temps d'avoir une première vie de journaliste. J'étais journaliste notamment pour RFI, je pense que vous connaissez tous RFI ici, et puis le journal français Le Figaro. Pendant un certain nombre d'années en Palestine, un certain nombre d'années en Indonésie, puis après un petit peu en Afrique. Alors je connais un peu l'Afrique, je dis jamais je connais l'Afrique, parce que je me méfie toujours des gens qui disent je connais l'Afrique ou je connais l'Europe, parce que pour le coup, moi je connais bien l'Europe et il y a une grande différence entre l'Irlande et la Roumanie, par exemple. Les gens ne sont pas du tout pareils, ils ne parlent pas du tout la même langue. Donc il y a toujours il peut y avoir une grande différence entre un Sénégalais et quelqu'un qui paye tous les autos. Donc je connais un peu mieux certains endroits que d'autres d'Afrique pour y avoir travaillé. C'est la première fois que je viens au Congo, enfin celui-ci. Jusqu'à présent, j'étais allé surtout dans celui d'en face. Et donc depuis 3 ans, je suis donc le directeur de la zone Afrique de Canal France International, qui n'est plus... Alors je sais que CFI est très connu historiquement pour avoir été une banque de programmes francophones qui produisaient ou qui diffusaient des contenus déjà produits aux médias audiovisuels des pays francophones. C'est une activité que l'agence a complètement cessée il y a 10-15 ans pour se tourner maintenant vers ce qu'on appelle le développement média, c'est-à-dire comment on appuie dans le cadre de l'aide publique au développement, le développement de secteurs médiatiques robustes dans les pays. On a en Afrique une vingtaine de projets qui concernent à peu près une trentaine de pays. Alors des fois c'est des petits projets, des fois c'est des grands projets. C'est des projets qui sont toujours financés par des bailleurs, parce que nous on n'a pas d'argent nous-mêmes, on met en œuvre les projets avec l'argent que nous donnent les bailleurs.
Les bailleurs, pour nous, c'est surtout l'Union européenne, aussi l'Agence française de développement, mais aussi toutes les agences de développement des pays européens, puisqu'on, même si on est une agence française, on est aussi une agence européenne. Donc on a vocation aussi à utiliser l'argent allemand, hollandais, etc., etc. On n'avait plus de projets depuis un certain temps au Congo. Alors ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. On avait eu l'occasion d'en parler avec un de nos confrères ici lors d'une visite qu'il nous avait fait l'honneur de nous faire à Paris dans nos locaux, avec d'autres confrères. J'avais répondu, nous, dès qu'on aura l'opportunité de venir travailler au Congo, on le fera évidemment avec plaisir. Et l'opportunité s'est présentée il n'y a pas longtemps grâce à l'Union européenne qui avait dans son programme un financement dédié aux médias et à la société civile. Donc on est en train de construire avec l'Union européenne un projet. Je ne vais pas rentrer dans le détail du projet parce que j'ai rencontré déjà un certain nombre d'entre vous pour leur donner tous les détails que j'avais à ce stade. L'objectif de cette mission, c'était surtout dans la perspective de ce projet aussi de mieux comprendre les besoins des médias, de mieux comprendre dans quelles conditions ils travaillaient, équipement, politique, humain, etc. Pour faire en sorte que ce qu'on proposera soit vraiment au plus près des besoins du secteur médiatique dans son ensemble, mais autant que possible aussi des besoins de chaque média, des besoins spécifiques de chaque média qui seront appelés à participer au projet. Voilà. Je vois que l'essentiel est dit, mais je pense qu'il serait aussi important pour ceux qui sont là, qui n'ont pas eu l'occasion de vous rencontrer, d'essayer de comprendre à peu près de quelle manière vous intervenez ou sinon vous comptez intervenir pour accompagner les médias congolais, même si ce n'est pas tout le monde qui en bénéficierait, mais ça donne quand même une idée de la qualité de votre intervention et de votre soutien au niveau de nos médias. Je pense qu'il est important quand même de le savoir. On est toujours à la phase de construction du projet, donc rien n'est encore fait, mais c'est en bonne voie. Donc pour l'instant, ce qu'on propose, c'est de travailler à la fois sur les médias directement et d'autre part sur la compréhension que peut avoir le grand public de ce qu'est un média et de ce qu'est une information. C'est-à-dire qu'on aura des activités qui seront pour les médias, renforcement de capacité, comment on gère l'enjeu de la vérification de l'information à l'ère de l'information numérique, qui pose quand même des problèmes qui sont tout à fait nouveaux pour les journalistes, qui ont l'habitude de travailler avec des réflexes classiques de vérification des sources. J'ai une source qui me dit quelque chose, je commence à y croire, j'ai une deuxième source qui me dit la même chose, je pense que c'est probable, j'ai une troisième source qui me dit la même chose, là je commence à être à peu près sûr que ce que je vais dire, c'est probablement la réalité. Avec l'apparition d'Internet, le réflexe qu'ont maintenant beaucoup de journalistes d'aller chercher de l'information sur Internet, ce qui n'est pas un mauvais réflexe, hein. Internet c'est une source d'information, néanmoins il y a des techniques de vérification qui sont très spécifiques à l'information numérique, donc on a pensé, mais je pense qu'on a bien pensé, parce que quand j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous sur cette question-là, tout de suite, oui, on m'a dit, effectivement, on a un peu de difficulté aujourd'hui à reconnaître une fausse information d'une vraie information, ou une information dont les sources nous semblent un peu douteuses, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc on propose de travailler là-dessus. On propose aussi de travailler sur ce qu'on nous on appelle le journalisme en contexte sensible. C'est-à-dire à quel moment un journaliste doit faire attention dans la façon dont il traite une information pour ne pas se mettre en difficulté lui-même, pour ne pas se mettre en difficulté ses sources, ou pas mettre en difficulté les personnes qu'il mobilise pour son travail. On propose de faire tout ça sous deux formes. D'abord une forme très classique de formation, c'est-à-dire formation présentielle, où des gens se réunissent dans une salle avec des personnes formatrices. Je reviendrai après sur le profil des personnes formatrices, qui est à mon avis un élément très important. Donc il suit une formation, 4 ou 5 jours sur le thème, et on accompagne toujours une formation ce qu'on appelle nous une période de coaching, d'accompagnement à la production, parce qu'on estime que
la meilleure façon de se former quand même, là où on apprend le plus de choses, c'est quand on fait les choses. C'est pas quand on est dans une salle de classe, parce que c'est des salles de classe où on parle un peu de théorie et on fait des exercices pratiques. La meilleure pratique, c'est quand même d'être sur le terrain, de produire un reportage et de vérifier en ayant produit ce reportage qu'on a progressé et qu'on a compris tout ce qui avait été discuté pendant les périodes de formation classique. Donc on serait sur un programme assez long, de 2 ou 3 ans, avec plusieurs formations, et chaque formation serait suivie de périodes, 3-4 mois, de production de contenu. Et on demande, c'est un aspect très important pour nous, aux médias qui participent à nos projets, de s'engager aussi avec des objectifs. C'est-à-dire que dans un projet de développement média, le média n'est pas le bénéficiaire final du projet, c'est le bénéficiaire direct. Donc, en tant que bénéficiaire direct, il a une responsabilité pour que le besoin du bénéficiaire final soit satisfait. Et dans un projet média, le bénéficiaire final, c'est le public. Donc la seule façon dans un projet de développement média que le public bénéficie de l'aide, c'est que le média, il produise des contenus. Il produise des reportages, des émissions, etc., etc. Donc on fait une convention où le média s'engage à assurer que les journalistes qu'il désigne pour les formations seront bien présents. 2, que les journalistes qui participeront aux formations produiront un certain nombre de contenus. Et on demande aussi à ce que les journalistes qui participent aux formations, c'est un autre engagement du média, fassent des restitutions à l'intérieur des médias. Parce qu'on ne peut pas inviter tous les journalistes d'un média à une formation, on peut en inviter 2 ou 3 par média. Donc il faut que ces gens-là qui participent aux formations, ensuite, quand ils retournent dans leurs médias, ils prennent le temps, 2 ou 3 heures, de faire une restitution pour que le maximum de personnes puissent avoir accès, alors je ne vais pas ces savoirs, mais en tout cas les résultats, les conclusions auxquelles sont arrivées les différentes discussions qu'il peut y avoir dans une formation. On propose aussi, dans ce projet, qui est toujours en construction, d'avoir des périodes qu'on appelle du coaching in situ, c'est-à-dire des périodes de formation qui se déroulent dans le média. Donc là, ça permet à un média, à l'ensemble de l'équipe éditoriale, technique, de bénéficier de la présence d'une personne qui vient de l'extérieur pour remplir un besoin qui a été défini par le média lui-même. Parce que ce dont on s'est aperçu, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'expérience sur les projets de développement média, c'est que quand on fait des formations, qu'on invite différents médias d'un pays, et même si on a co-construit avec eux les besoins, on les a consultés, comme j'ai fait cette semaine, pour vérifier que ça correspondait à des attentes, n'empêche que les besoins peuvent être très différents d'un média à l'autre. Évidemment, quand on est un média audiovisuel, radio ou télévision, on n'a pas les mêmes enjeux qu'un média de presse écrite ou en ligne. Mais même quand on est 2 radios, quand on va dans une radio, il peut y avoir des problèmes qui se posent spécifiquement à cette radio et qui ne sont pas des problèmes pour l'autre radio. Donc, dans notre programme de renforcement des capacités, avoir aussi ces périodes où on peut envoyer des personnes expertes, formatrices à l'intérieur du média pendant une certaine période, ça permet de répondre de façon sur mesure aux besoins du média. On demandera aux médias qui participeront, voilà, vous avez 2 fois une semaine de coaching in situ, dites-nous quel type de profil d'expertise vous avez besoin par rapport à un besoin que vous jugez prioritaire pour votre média. Les profils des personnes formatrices que nous mobilisons dans nos projets. Sur l'Afrique, 90% des personnes que nous employons en tant que personnes formatrices ou personnes expertes sont africaines. C'est-à-dire que le sens du développement, c'est quand même d'utiliser les ressources d'un continent quand on a identifié ces ressources. Imaginez que nous organisions une formation en Europe avec des journalistes européens et on fait venir un expert congolais. L'expert congolais, c'est un expert, il aura certainement des choses très très intéressantes à dire, mais qui seront un peu déconnectées du contexte européen. Donc les journalistes européens vont l'écouter très poliment, mais dans leur tête, ils se diront, bon voilà, ce qu'ils disent, c'est très très important pour le Congo ou l'Afrique, mais ce n'est pas notre réalité. L'inverse, c'est la même chose. Quand on fait venir un journaliste européen en Afrique, en général, nous, c'est ce qu'on a constaté, il y a quand même
réflexe des journalistes africains à se dire bon voilà, tout ça, ça vient d'Europe, c'est adapté au contexte européen, mais nous on est dans un autre contexte, donc on va écouter poliment et finalement la présence de la personne a très peu d'impact. En revanche, quand on fait intervenir une personne formatrice africaine, elle a une expérience, elle a une compréhension des problèmes qui sont pas forcément semblables à ceux du pays dans lequel elle intervient, mais qui sont assez similaires. Donc elle va pouvoir, pendant la formation, dire des choses qui ont du sens pour les personnes qui sont dans la formation, avoir des petits conseils pratiques que les journalistes peuvent utiliser, parce que les contextes sont très similaires. On peut faire intervenir un peu d'expertise européenne si on estime, sur certains sujets, que l'expertise africaine et européenne sont complémentaires, qu'elles parlent de la même chose, mais sous des angles différents, et que c'est utile pour les médias qui participent aux formations. Voilà. Très bien, en tout cas, merci. Je pense que dans l'ensemble, nous saluons ce projet parce que ce projet entre dans le cadre de ce que nous souhaitons avoir ici au Congo. Vous avez eu l'occasion de faire le tour de quelques médias. Je pense que vous avez eu le temps peut-être de visiter aussi certaines chaînes, peut-être de radio, de télé. Vous avez essayé de voir dans quelles conditions nous évoluons. Je pense que le besoin de formation est très très important. On a des professionnels qui ont besoin de se recycler par rapport aux changements qui s'opèrent quasi quotidiennement avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et les aider aussi à s'adapter à cette nouvelle donne qui, au niveau des médias classiques, pose beaucoup de problèmes parce que déjà, techniquement, on n'est pas préparé et professionnellement, on a beaucoup de choses à vouloir intérioriser pour faire face à cette exigence qui s'impose à nous. En tout cas, je pense que dans vos consultations, je pourrais soupçonner que les besoins se situeraient beaucoup plus en termes de formation et d'emmener le personnel à s'outiller davantage pour faire face à l'ère numérique qui s'impose à nous, en tout cas de manière très violente, vraiment violente, surtout en ce qui concerne les médias classiques. Je pense que vous nous avez assez écoutés. J'ai quand même une curiosité. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce que vous avez retenu de ce que vous avez vu? Quel est votre avis, votre regard de journaliste d'abord et puis de partenaire? Mon réflexe de journaliste, c'est de ne pas avoir de tirer de conclusions trop hâtives de situation, de prendre un peu de recul et... Qu'est-ce que je pourrais retenir? Elle est difficile, votre question. Hein. D'abord, j'ai eu le sentiment quand même de rencontrer des gens de très grande qualité. Alors c'est peut-être un lieu commun, on dit oui, il veut être poli. Et... Non, mais vraiment, j'ai passé 3 jours, vraiment des très bons moments, à échanger avec des confrères qui avaient à la fois une vision assez claire du travail qu'ils étaient censés faire dans leur pays, mais aussi très lucides sur les contraintes, les difficultés qu'ils rencontraient à le faire. Ça, c'est vraiment très positif, parce qu'il m'est arrivé des fois d'aller dans des pays où je rencontrais des journalistes qui n'arrivaient plus à établir la frontière entre information et communication, parce qu'ils avaient tellement pris l'habitude de travailler dans une perspective de communication qu'ils n'arrivaient plus à comprendre qu'en fait, la production d'une information, c'est pas du tout la production d'une communication. Et c'est pas quelque chose que j'ai senti au Congo. J'ai senti au Congo que les gens étaient tout à fait conscients qu'il y avait une très très grande différence, mais qu'il n'était pas toujours simple de la mettre en pratique, parce que ça supposait un certain contexte, ça supposait aussi certains équipements, ça supposait beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé ça très très positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression qu'on va partir de rien. En fait, on part déjà de beaucoup de choses, et on sent simplement qu'il y a un besoin d'avoir des réponses sur des questions qu'on se pose en tant que journaliste, mais en fait pas qu'au Congo. Parce que la confusion sur la désinformation, sur les manipulations de l'information, sur
comment on arrive à gérer l'impératif de rapidité de l'information avec l'exigence de vérification de l'information. Parce qu'on en est tous là. Hein. Un média, c'est quand même une industrie de compétition. On reçoit une information, on va être le premier à la sortir. Mais en même temps, si on la sort trop vite et qu'on n'a pas pris le temps de bien vérifier, on contribue à la désinformation, etc. Alors c'est vieux comme le métier de journaliste, mais le risque est amplifié par la vitesse à laquelle l'information circule. Donc voilà, j'ai retenu ça. Voilà, il y avait que les gens comprenaient la situation dans laquelle ils se trouvaient et qu'ils étaient désireux d'avoir un minimum d'outils pour s'y retrouver. Il y a un grand partenaire avec l'Union européenne. Et un grand partenaire du ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour lui remettre son prix, je vais, pour symboliser le partenariat, je vais demander donc à Monsieur l'ambassadeur ainsi qu'à Madame la ministre de s'approcher pour venir remettre à Amen son prix, le prix qu'il mérite. Sous vos applaudissements également. Vous demandez certainement ce qu'il y a dedans. Comme Amen est graphiste, évidemment, le cadeau que nous lui avons offert est lié à son métier. Donc, il a la chance de recevoir un MacBook Pro, donc terme écrit ainsi qu'une tablette graphique et un abonnement d'1 an à la suite Adobe. Donc, il y a tous les logiciels professionnels qui lui permettent de continuer à travailler, à réaliser son rêve. Merci beaucoup. Et c'était aussi, on aurait pu réaliser ce logo en interne, mais c'était aussi une manière pour nous de faire participer des jeunes d'une autre manière sur leur vision du partenariat. Et donc, à travers ce logo, Amen à imaginer, nous a proposé sa vision du partenariat. Donc, c'est une autre manière aussi de l'exprimer et nous l'en remercions sincèrement. Merci beaucoup. Je travaille pour le compte de l'ONG GRET, qui est l'un des partenaires de mise en œuvre
dans le cadre du programme Ville résiliente en République du Congo. Nous nous occupons de la mise en place d'un service de gestion des déchets. Et dans cette mise en place de service de gestion des déchets, ça se fait en connivence, sinon en partenariat, en étroite relation avec la population de façon générale, qui est cette fois-ci considérée comme acteur de son propre développement et non bénéficiaire, comme on le voit un peu dans d'autres actions. Et il y a à côté aussi la mise en place d'un service d'assainissement liquide, c'est-à-dire la gestion des eaux usées à la parcelle via la mise aux normes des équipements, sinon des installations sanitaires dans les parcelles. Et à côté, nous facilitons aussi l'animation des espaces de concertation que nous avons d'ailleurs mis en place en partenariat avec aussi un autre partenaire qui est le cabinet IBF. Je suis chef de projet Police Plus. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros et opéré par l'opérateur technique international du ministère de l'Intérieur français, Civipol. C'est un projet qui a commencé en février de cette année et qui va s'étendre jusqu'en juillet 2026. C'est un projet qui est né d'une demande de l'État congolais. Une convention a été signée entre les autorités congolaises et l'Union européenne pour mettre en place ce projet. Et donc il y a un vrai consensus sur les thématiques abordées au cours de ce projet et de ces années à Brazzaville et à Pointe-Noire. C'est essentiellement les deux villes sur lesquelles nous allons déployer nos activités. Nous avons une phase d'audit pour essayer de comprendre la problématique exacte avant de faire venir des formateurs, de lancer des choses diverses et variées. On avait besoin de faire un état des lieux. Donc les experts sont venus. On a fait un état des lieux des bâtiments d'abord, parce que c'était plus long comme chantier à développer. Le bâtiment c'est long, il faut construire, donc choisir des entreprises. On a commencé par ça, on a fait un diagnostic des bâtiments, des 3 commissariats que nous envisageons de réhabiliter, 2 à Brazzaville, 1 à Pointe-Noire, les commissariats centraux. Ensuite nous avons un audit qui a été fait sur les commissariats, voir comment ils fonctionnaient, quels étaient leurs moyens de fonctionnement, leurs missions. Et après nous avons fait un état des lieux aussi de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Et nous allons faire après un audit sur l'IGPN. Donc l'idée c'est de voir où on en est avant de déployer des activités et de faire un point. Le point a été fait, presque pour surtout les sujets que nous devons aborder, et nous avons déjà commencé les formations. Nous avons fait à Brazzaville et à Pointe-Noire une formation sur l'accueil du public, comment accueillir le public, être courtois, aimable et prendre en charge les victimes et quelle que soit la personne qui se présente pour quelque raison que ce soit, l'accueillir de façon cordiale presque, mais au moins polie. Ensuite, nous avons fait des formations sur les violences basées sur le genre. Violences qui se continueront par des formations plus complètes encore sur les techniques d'enquête, sur ce genre de violence. Et d'autres formations sont à suivre dans les mois qui viennent. Et parallèlement, le chantier pour les réhabilitations de commissariat commencera début 2024.
Voilà, c'est par là que nous bouclons cette présentation. Ainsi, le partenariat Union européenne-Congo a fait un long chemin en 60 ans avec de très belles réalisations et de beaux jours devant lui afin que les deux parties continuent de tisser ensemble l'avenir.